Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 26 janvier 2011, on enregistre notre 8e épisode. La semaine passée, si vous ne l'avez pas entendu, notre 7e épisode, on avait notre premier invité. Donc aujourd'hui, on va être seulement moi et Tristan, mais si vous voulez entendre un autre épisode avec invité, je vous conseille d'aller écouter notre 7e épisode dans lequel on parlait de l'entraînement en milieu de travail. Donc aujourd'hui, seulement moi et Tristan. Bonjour Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ah, ça va super bien, grosse semaine. Les choses se passent. J'ai reçu une notification de FedEx comme quoi que ma chaise était finalement en route. Donc, je devrais l'avoir. Là, on est le 26, ça disait le 27. Donc, demain, si tout va bien, demain, fin de journée. J'espère, je me croise les doigts, mais d'après moi, ça va plus aller fin de la semaine. Sauf que ça s'en vient, c'est pas une légende urbaine. Je vais avoir une chaise ergonomique dans pas longtemps, puis on va pouvoir inviter ton ami représentant de Human Scale pour nous en parler. Ouais, parce que là, tu vas avoir toute une chaise, là, tu vas avoir un trône, là, en fait, pour travailler. Là. Ça va être incroyable. Là. Carrément. Super. Yeah. Cool. Fait que, aujourd'hui, Martini, la semaine passée, tu nous avais dit que tu allais avoir une nouvelle recette. T'as-tu tenu parole? J'ai tenu parole. Hey, juste avant de faire ma recette de martini, je veux juste dire à tout le monde, parce que tu as dit en ouverture qu'on était en 2011, fait qu'on n'a pas fait un voyage dans le temps. On est en 2021. Juste pour rassurer tout le monde. Ouais, t'as dit 2011, j'ai trouvé ça très drôle, puis je t'ai pas coupé. Wow. Fait que, okay. Pas de voyage dans le temps, on n'est pas rendu là encore, on n'a pas assez de budget. Fait que, on est en 2021 pour rassurer tout le monde. Ceci étant dit. Ouais. Ma recette de martini cette semaine, écoute, j'ai dérogé un peu de mes habitudes, puis en fait les habitudes que j'essaie de m'obliger à suivre pour le podcast, c'est-à-dire d'avoir tout le temps un gin québécois. Cette semaine, j'ai un gin qui vient d'ailleurs, mais j'ai un vermouth qui est québécois. Donc, le gin que j'ai utilisé cette semaine, vraiment excellent. Je le recommande à tout le monde, c'est The Botanist. Puis je pense que tu connais ça aussi, là, tu me disais que tu savais d'où ça venait, là, ça vient d'Écosse en fait, là. Ouais, ben j'hésitais la dernière fois quand j'étais à la SAQ, j'ai failli acheter lui. Je pense que je vais l'acheter la prochaine fois parce qu'il vient de Islay en Écosse, où est-ce que ils font des très bons scotch qui sont tourbés, fumés, iodés, etc. Là, parce que je pense qu'ils prennent de la tourbe comme qui est sur le bord de l'océan, puis qui font brûler ça pour dégager comme les arômes. Fait que j'étais bien curieux, là, le botaniste. D'ailleurs, est-ce qu'il est fumé? Est-ce qu'il est iodé? Ben, il est pas fumé, pas iodé, mais il est très herbacé. Parce qu'écoute, puis une raison pour laquelle il s'appelle The Botanist, c'est parce qu'il y a 22 herbes qui ont été utilisées dans l'élaboration du gin. Puis écoute, ça se goûte, là. C'est vraiment extraordinaire. Tu sais, t'as des herbes comme la camomille, comme la mélisse, la menthe. C'est vraiment, là, ça va un peu partout, là, au niveau des herbes. Là, c'est vraiment intéressant. Fait que, non, je suis agréablement surpris pour vrai. Ça fait un peu différent. Tu sais, au Québec, on est habitué plus avec des herbes qui sont nordiques. Là, j'ai l'impression, dans ce cas-là, que c'est des herbes quasiment médicinales qui ont été utilisées. Fait que non, vraiment une belle découverte pour vrai, le botaniste. Et j'ai jumelé ça à un gin, pas un gin, pardon, mais un vermouth québécois qui est le Kayak. Qui est fait par Ungava, les spiritueux Ungava, là, qui est connu là, notamment justement pour leur gin, là, qui a une couleur jaune. Oui. Donc, une couleur un peu pipi, là. Voilà. Mais vraiment très bon. Le vermouth de Ungava est un peu herbacé aussi, donc je te dirais, là, ça fait vraiment un martini qui goûte les herbes. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, exact, un peu apothicaire, là. Fait que non, belle découverte cette semaine, puis avec tout le temps avec le petit jus d'olive pour rendre ça dirty, puis des grosses olives avec des noyaux, comme d'habitude, que c'est ma recommandation de la semaine. Je me promets d'ici la fin de l'année d'avoir des vraies olives dans mon martini. mais je les aime, les petites olives avec le piment là dedans.
je pourrais en manger ça sans faim. Fait que, Là, la question, c'est, t'as-tu essayé les autres olives que t'avais reçues ou que t'avais achetées? Je sais pas trop, là, de... Non, les olives et olives, on les a pas ouverts encore. Faudrait, hein? Mais là, ça va te prendre quoi pour te décider à les ouvrir? Je sais pas, là, c'est parce que je sais que, mais que je les ouvre, tu sais, le danger, c'est je veux pas passer au travers, puis si je passe au travers, ma blonde sera pas contente. Non, mais tu vas en racheter, tout simplement. Ouais, ça va être fait. C'est vrai. Ben ouais, faudrait que je les essaye là, bientôt. Mais écoute, je suis content en fait, parce que je sais pas si tu te souviens, la semaine passée, tu nous avais dit que cette semaine, tu aurais une nouvelle recette de gin et tu as tenu parole. Donc, la gestion des attentes a été respectée. Wow! Hey, pour vrai, au fil des émissions, tu m'étonnes à toutes les fois du bridge, du pont que tu fais pour nous amener vers le sujet du jour. On s'en était pas parlé, c'est extraordinaire ce que tu fais. C'est stylé, là, c'est fin, c'est malade. Donc, ben, si vous êtes perspicace, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va vous parler de la gestion des attentes en entreprise. Ben, en entreprise, pas juste en entreprise, la gestion des attentes tout court, tant au niveau du service à la clientèle que dans une compagnie, en étant soit entrepreneur, soit employé, soit employeur, dans le fond, là, parce que la gestion des attentes peut être aussi envers vos employés. Absolument. Donc, ça va être de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est un sujet très vaste. D'ailleurs, je te disais avant qu'on commence l'enregistrement que j'ai averti famille, collègues et amis que j'allais peut-être disparaître des ondes pour une couple de jours parce que je sais pas combien de temps ça va durer ce podcast-là aujourd'hui. Là. C'est un sujet qui est riche pas mal. Là. Ouais. On va essayer de s'en tenir à comme on fait d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avenues qu'on peut prendre pour parler de ça. Puis on peut parler de nos expériences aussi en termes de gestion des attentes et puis comment que nous on fonctionne. Je pense que tu voulais regarder, tu sais, d'habitude on fait tout le temps un petit historique de la chose, mais comme tu me disais, il n'y a pas vraiment d'historique de gestion des attentes, étant donné que c'est comme plus un fait humain, si tu veux, là, qui existe depuis toujours. Ben, c'est depuis la nuit des temps, tu sais, puis en fait, c'est ça qu'on se disait justement, ça commence quand t'es enfant, là. Aussitôt que quand t'es enfant, il y a une gestion des attentes de part et d'autre, là, de l'enfant envers le parent, puis du parent envers l'enfant, là. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. C'est vrai. Ouais, tu sais, les enfants s'attendent à avoir, tu sais, c'est sûr qu'il y a les besoins de base, là, on s'entend, mais au fur et à mesure qu'un enfant vieillit, il y a certaines attentes particulières, précises envers ses parents. Puis en même temps, ça fait que les parents en retour ont des attentes, là, tu sais, ils s'attendent à ce que la chambre soit propre, ils s'attendent à ce que l'enfant soit autonome, ils s'attendent à ce que l'enfant fasse pas de niaiseries, puis bien souvent, plus t'es jeune, plus tu déçois tes parents. Mais ça, ouais, ouais, je te dirais que je suis encore déçu des fois, pas de mes parents, mais je veux dire de gestion d'attente dans la vie de tous les jours. Souvent, on dirait qu'il y en a que cette portion-là de l'éducation, comme comment mettre les attentes à la bonne place et tout, on dirait qu'ils ont passé à côté. C'est intéressant ce que tu dis, de mettre les attentes à la bonne place. Je trouve que c'est tellement pertinent parce que je pense que c'est justement ça le nerf de la guerre, c'est de savoir bien peser, ou je sais pas trop quel mot utiliser pour ça, mais peser ses attentes ou bien cibler ses attentes, parce que souvent, les déceptions, la colère, les mésententes, mettons, on revient à un milieu plus d'affaires là, dans une entreprise, c'est justement causé parce que, premièrement, les attentes sont peut-être pas réalistes, peu importe que ce soit d'un point de vue positif ou négatif. Puis la deuxième chose, c'est que souvent, ces attentes-là sont pas verbalisées non plus. Pas juste verbalisées, en fait, ils devraient être écrites aussi, tu sais, sous forme de... Ben, tu parles d'entreprise, mettons d'une relation de pigiste ou de contractuel entre deux entreprises, mettons, ben, tu sais, t'écris ça sur contrat, dans le fond, ce que tu vas livrer, les délais, les prix, etc., parce que sinon... si tu gardes ça flou puis que t'en parles pas, ben tu sais, mes attentes sont pas les mêmes que les tiennes. Moi, mettons que mes attentes sont énormément élevées, puis toi, ton standard est un peu plus bas, ben puis qu'on s'est pas communiqué avant ça, ben c'est sûr que ça va faire une frustration. Moi, je vais être fâché parce que tu me livreras pas les choses au bon moment, puis toi, tu vas me trouver intense parce que je vais te courir après pour avoir les affaires au plus vite. Ouais, exactement. Alors, puis écoute, j'imagine tu dois avoir plein d'exemples qui te viennent en tête, là. Ouais. ben tu sais, moi, j'ai toujours... En fait, j'ai dit de mettre les attentes à la bonne place. Moi, dans le fond, ce que j'ai toujours appliqué, en fait, tu sais, quand j'étais en représentation, en vente, etc., c'est tout le temps le concept du under-promise, over-deliver. Ouais. Tu vas dire, dans le fond,
tu vas, je sais pas moi, exemple, tu vas dire, bah parfait, je te remets ce projet-là, exemple, ou ce travail-là, je te le remets d'ici la fin de la semaine, mettons vendredi, et puis le mercredi, il est fini, puis je l'envoie. Tu sais, j'ai promis une date plus loin, le client s'attend à l'avoir le vendredi, mais moi, je lui donne le mercredi. Fait que dans le fond, ça rajoute une petite couche de satisfaction au niveau du client. C'est sûr, il faut faire attention parce que si tu fais tout le temps ça, ben le client, à un moment donné, il va se dire, OK, ben dans le fond, tu me dis une date, c'est-tu genre cette date-là, ou ben dans le fond, tu vas me le donner 2 jours, puis ça aura un peu moins d'impact. Mais en général, ce concept-là est toujours bon si tu veux que ton client soit satisfait, là, ton client, ton fournisseur, ou peu importe. Ouais. Ça, c'est. Ben écoute, puis ça me donne le goût de te demander, tu sais, là, on parle vraiment de quelque chose de plus échéancier, mais tu sais, si tu te réfères à ton expérience, selon toi, au niveau des attentes, est-ce que l'enjeu est plus grand au niveau des échéanciers ou il est plus grand au niveau de l'exécution? Tu sais, par l'exécution, je veux dire comme la qualité du travail qui a été fait ou tu sais, la qualité, là, dans le fond. Ben, tout ça rentre en ligne de compte parce que au départ, quand tu commences, mettons, une nouvelle relation, mettons d'affaires, mettons, je prends l'exemple de moi, l'exemple. C'est sûr que le best au début, c'est de demander au client c'est quoi ses attentes. Qu'est-ce que tu t'attends de moi, mettons? Ouais. Est-ce que tu veux que ça soit fait le plus vite possible, le mieux possible, ou dans le fond, un mix des deux? Qu'est-ce que tu veux comme attente? Parce que si tu me demandes de quoi qui soit livré super rapidement, mais que tu veux de la super grosse qualité, ben tu peux pas me demander que ça soit pas cher. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme un mix un peu de toutes ces choses-là. Puis je pense que le best, c'est vraiment de demander au client au départ c'est quoi ses attentes. Puis tu sais, si, mettons, tu sais, moi, je joue tout le temps à la transparence, là, on en a parlé de ça. S'il y a quelque chose que je suis un petit peu moins à l'aise, je vais pas faire comme si y a pas de problème, je te fais ça, puis je risque de, tu sais, si mettons je me plante à la fin, ben tu sais, je t'ai fait miroiter que j'étais l'expert là-dedans, puis finalement je savais pas trop ce que je faisais, puis tu sais, j'étais allé un peu à tâtons, puis finalement ça a foiré. J'aime mieux te dire au départ, écoute, tu sais, je connais un petit peu moins ça, mais je vais tout faire pour que ça marche. Puis si en cours de route j'ai des embûches, ben au moins, tu sais, toi t'es au courant que c'est peut-être un peu moins mon expertise, ce domaine-là, donc tu risques d'être un peu plus tolérant, mettons. C'est sûr. C'est sûr, parce que, mais tu sais, ça passe vraiment tout parce que, tu sais, ça se résume vraiment à un mot, c'est la communication. Puis c'est tellement quelque chose qui comment je dirais, dans lequel il y a une carence dans les milieux de travail. Souvent, je jette pas la pierre à un côté ou à un autre, là, mais souvent que ce soit l'employé ou le supérieur immédiat ou le patron ou peu importe, il y a souvent ce manque-là de bien établir puis de bien exprimer ses attentes un envers l'autre ou de le demander. Je pense qu'il n'y a pas de problème à demander à son patron, ben, tu sais, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Puis il n'y a pas de problème d'un patron à demander à son employé, ben, qu'est-ce que tu penses que tu peux, tu sais, quel genre de travail tu penses que tu m'offrais, puis dans quel échéancier, dans quel time frame tu peux me faire ça? Tu sais, c'est vraiment un problème à ce niveau-là. Je pense que les gens doivent pas se gêner pour le demander. Je pense que les gens, c'est plus qu'ils ont peur, tu sais, ou qu'il y a des non-dits. Que, tu sais, des gens vont prendre pour acquis que, ben là, tu sais, si je demande ça, c'est évident que ça doit être fait comme ça dans ce délai-là. Oui. Mais, tu sais, peut-être que tu sais pas, tu sais, la personne, tu sais, là, mettons, tu parles de l'emploi. Ben, en fait, ça marche aussi en cadre d'entreprise. Tu sais, si, mettons, ton boss te demande de faire tel rapport pour lundi prochain, mettons, puis que toi, déjà, tu sais, t'as pas demandé ça ressemble à quoi ton workload cette semaine, mais c'est peut-être pas réaliste dans le fond, tu sais, puis si toi, tu t'oses pas y dire que, écoute, je suis vraiment débordé cette semaine, ça va pas être possible de te remettre ça lundi, ben là, il y a comme un problème. T'as juste toi comment je dirais ça, là, à blâmer là, dans tout ça aussi. Là. Ouais, c'est ça, sauf que ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas un peu tout botcher. Ouais. Oui, mais c'est vrai, tu vas te dépêcher à finir, tu sais, tu vas te dépêcher à faire ton workload ou peut-être que tu avais des affaires plus urgentes, mettons, dans le pipeline, puis là, ton boss, il vient de te demander quelque chose, fait que tu vas mettre ça en priorité au lieu de dire, écoute, tu sais, j'ai ça, au lieu d'y exposer tout ce que tu as à faire, puis d'y demander de lui te mettre en priorité. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse en premier dans toute la tâche que j'ai? Est-ce que la nouvelle affaire que tu viens de me demander, c'est plus prioritaire que toutes les autres affaires que j'avais à faire? Ou si ça peut attendre un peu, puis que, tu sais, je te le remets pas lundi, mais je te le remettrai mercredi, mettons. C'est intéressant. Tu peux pas te faire taper ses doigts pour dire ça. Là. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'on voit que, justement, une mauvaise gestion des attentes,
ça peut avoir une répercussion sur tout le reste de la chaîne de travail, si tu veux, là. Puis mettons Ouais. pour une seule personne, tu sais, si on prend un employé qui a pas l'honnêteté ou la lucidité de dire à son patron, ben la demande qui vient de m'être faite, ben je suis juste pas capable de le faire avec la charge de travail que j'ai en ce moment, mais que à contre-cœur ou peu importe, là, juste pour faire plaisir, il y a un paquet de raisons qui peuvent expliquer qu'une personne ne va pas contredire, remettre en question, challenger l'ordre ou la demande qui a été faite, de faire ça, en fait de ne pas faire ça, ça a un impact sur et le travail qu'on vient de te demander et toutes les autres tâches sur lesquelles tu étais aussi. Tu sais, je retiens vraiment ce que tu as dit, tu vas te mettre à botcher, ni plus ni moins vraiment, tout ce que tu es en train de faire. Là. Juste pour être sûr d'arriver à temps dans toutes les demandes qui t'ont été faites. C'est ça. Puis même chose en termes en titre d'exemple, je sais pas moi, pigiste ou whatever. Tu sais, ça se peut que tu aies que t'as beaucoup de contrats, mettons, à l'heure actuelle, puis que, mettons, un client que tu travailles avec, exemple, depuis longtemps, qui arrive avec une demande rush, mettons, dernière minute. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui dis oui, puis que tu replaces d'autres affaires, tu reportes d'autres mandats? Parce que, tu sais, là-dedans, t'as peut-être aussi un nouveau client avec un nouveau mandat qui est intéressant, mais que, tu sais, tu te dis, crime, je veux bâtir une bonne relation, je vais m'arranger pour y livrer ça, tu sais, plus rapidement, puis bien fait, etc., pour, tu sais, établir la bonne base. Mais de l'autre côté, j'ai un client plus ancien, mettons, qui m'arrive avec une nouvelle demande. Mais, tu sais, ça fait longtemps qu'il travaille avec moi. Fait que, tu sais, comment je priorise les choses? Je pense que tu sais, la transparence, encore une fois, puis la communication, puis d'être capable d'être capable de dire non. C'est ça, c'est comme un... Tu sais, j'avais parlé de la feuille d'objectifs, là, il y a une couple d'épisodes. Ouais. Un de mes objectifs que je me mets à chaque année, c'est être capable de dire non. Parce qu'on dirait que je suis incapable de dire non à un mandat, parce que j'ai l'impression que ça va m'amener, genre, du mauvais sort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe-là, en fait, de le refus de dire non par peur. Je sais pas si c'est une peur, là, mais en tout cas une crainte ou, tu sais, toi t'as dit mauvais sort. Bon, c'est un peu intense, là. Je pense pas qu'on est dans Harry Potter. Non, on n'est pas dans Harry Potter, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça peut être une crainte de dire, ben écoute, si je dis non à ça, s'il y a pas d'autres mandats qui viennent ou d'autres tâches qui s'en viennent, je vais me retrouver avec rien. Fait que je suis mieux de dire oui à tout, puis de me garantir un revenu que de refuser un mandat par crainte de pas livrer à temps ou de juste refuser un mandat au lieu d'avoir dit tout simplement, mais écoutez, ce qu'on me demande là, je suis pas capable de le faire dans ce temps-là, mais je peux le faire dans un temps un peu plus long puis livrer avec autant de qualité. C'est vraiment, il y a vraiment une dimension d'honnêteté, mais non seulement envers les autres, mais de le faire aussi envers soi-même, je pense, dans tout ça. Quand tu veux faut pas se mentir non plus. Ouais. C'est ça, faut pas se mentir non plus. Mais tu sais, en même temps, tu sais, si tu fais, tu sais, mettons que quelqu'un te demande un nouveau mandat de quelque chose que tu es peut-être un peu moins habitué de faire, ben tu sais, de le refuser parce que t'es pas habitué de le faire, c'est pas la bonne chose à faire parce que dans le fond, tu t'apprendras jamais si tu prends jamais, mettons, tu commences pas en business, mettons, en sachant tout faire. Là. C'est sûr qu'il y a des nouveautés que tu vas avoir à faire, puis ça se peut que tu te casses la gueule un moment donné, mais que tu vas avoir appris de quoi là-dessus, puis que la prochaine fois que quelqu'un te demande la même affaire, ben ça va se représenter. Tu vas savoir où tu t'as échoué, mettons, puis là, ben, tu vas t'arranger pour que ça soit mieux fait la prochaine fois. Mais encore une fois, si tu as mis les attentes au départ, de dire, écoute, je suis peut-être moins à l'aise dans ça, je vais le faire, je vais l'essayer, tu sais, c'est soit tu dis, je vais te charger peut-être moins cher, ou tu sais, je vais mettre un peu plus d'heures, ou peu importe, tu sais. Puis si la personne est à l'aise parce qu'elle veut faire affaire avec toi, ben, il n'y a pas de raison pourquoi qu'elle te dirait, ah non, je vais trouver quelqu'un d'autre, tu sais. Je veux dire, tu as une relation déjà avec un pigiste de quelques années ou whatever, mais aller trouver quelqu'un d'autre, tu ne sais pas si la personne, elle va pas te mentir puis dire, ah ouais, je suis capable de faire ça, puis finalement, tu vas te retrouver que ça va être encore moins bien fait que si t'avais, tu sais, que si t'avais... T'as été charmé par des fausses promesses, puis tu te retrouves le bec à l'eau, là. Le risque est grand pareil, là. C'est ça. Fait que tandis que quand tu travailles avec quelqu'un déjà depuis longtemps, ben tu le sais que la personne, tu connais son niveau de travail, tu connais ses standards de qualité, ces affaires-là, c'est pas mal plus facile. Tu sais, c'est le même principe qu'en vente, là, c'est toujours plus facile de fidéliser un client existant qu'aller en chercher un nouveau. Tu sais. C'est le même concept aussi dans une relation d'affaires. C'est clair, mais tu sais, je me demande, on jase de ça. En fait, ce qu'on se dit depuis tantôt, c'est que c'est vraiment un échange. Là. C'est la personne qui demande quelque chose versus la personne qui livre quelque chose. Puis c'est dans la relation, dans la communication qu'il y a dans les deux que se joue justement cette gestion des attentes-là. Mais est-ce que c'est plus la responsabilité d'une personne que de l'autre? Exemple, est-ce que c'est plus la responsabilité d'un
patron que d'un employé, ou c'est plus la responsabilité de l'employé que du patron de s'assurer que la gestion des attentes, elle est réaliste puis que les bonnes questions sont posées. Puis j'explique ma question là-dedans, c'est dans le fond, souvent, le patron, c'est la personne qui a le plus d'expérience. Généralement, là, on parle. Là. Puis l'employé, Ouais. c'est la personne qui a le le temps. moins d'expérience puis qui a peut-être pas tout le temps ce réflexe-là de dire, ben, tu sais, je suis pas capable de répondre à ces attentes-là ou je suis réaliste puis ça fonctionne pas puis je suis assez mature puis assez confiant pour challenger, remettre en question ce qu'on m'a demandé. Je suis vraiment, tu sais, je suis perplexe un peu par rapport à ça. Ben, mon avis, moi, mettons dans le cadre d'une entreprise, je pense que le patron a sa job à faire de déterminer c'est quoi, lui, ses attentes, je pense. Parce que dans le fond, il paye les employés pour exécuter des tâches dans sa compagnie, il leur donne des mandats, ces affaires-là. Faut que ça soit clair de qu'est-ce que je m'attends de toi, tu sais, je t'engage dans le fond, c'est pas tu sais, le contrat c'est pas une page blanche là, tu sais, t'as une description de tâches, tu sais des trucs comme ça. Quand je te demande quelque chose, ben tu sais, c'est un peu ma job de dire je m'attends à ce que ça soit livré telle journée, dans tel délai, dans tel format, de telle qualité, whatever. Puis à l'inverse, du côté de l'employé, c'est sûr que c'est un peu sa job aussi de dire, tu sais, si mettons, je te demande de, je sais pas moi, de faire un PowerPoint animé, puis toute la patente, je veux que ça soit flashy, puis tout, puis que t'as jamais fait ça, puis que tu me dis ah ouais, ben tu sais, il y a deux affaires. Soit que tu me dis ah ouais, je vais être capable de le faire, puis tu vas bûcher comme un fou pour aller tout trouver comment le faire sur Internet, tu vas checker des tutoriels et tout. Je suis à 4h du matin pendant 3 jours. Exact. Ou tu me dis, écoute, je suis pas à l'aise, mais je suis intéressé de l'apprendre parce que je veux rajouter cette corde-là à mon arc. Moi, mettons, en tant que patron, je vais être content. Je vais être content dans les deux cas, sauf que, mettons, de voir parce que le travail va être livré, mais de voir que, mettons, ton employé te dit, écoute, je veux rajouter ça, je suis intéressé de l'apprendre, puis, tu sais, je l'ai jamais fait, mais inquiète-toi pas, je vais tout faire pour que ça soit livré A1. Ben là, tu te dis, OK, cet employé-là, tu sais, il est hot, là. Parce que quand je vais lui demander d'autres affaires, s'il ne sait pas, je peux compter sur lui, il est autodidacte, puis il est capable d'aller chercher l'information pour livrer de quoi, puis la prochaine fois que je vais lui demander de me faire un PowerPoint flashy, vu qu'il va l'avoir déjà fait, ben, je vais savoir que je vais pouvoir lui faire confiance parce qu'il va avoir tout, il va m'avoir livré de quoi de gros. Mais il y a surtout, puis ce qui est bien, c'est que l'humilité aussi, puis l'honnêteté d'avouer qu'il a besoin d'aide à ce niveau-là, mais qu'il veut devenir meilleur. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'aussi en même temps, la gestion des attentes, ça commence aussi à l'embauche. C'est sûr que si ton CV il est tout reluisant, puis que c'est fou, puis que t'as de l'aide d'une superstar, puis que t'arrives, puis tu sais, c'est pas vraiment ça. Et là, tu sais, c'est sûr que t'as un peu triché sur ton CV. À ce moment-là, c'est quand même quelque chose de tricky un peu, là, la gestion des attentes, parce que ça peut aller dans tous les sens. Mais ça va tellement. Tu viens de souligner quelque chose, puis je viens de prendre une note, là. Ça va tellement être un bon sujet d'un autre podcast, ça, les CV. Juste bâtir un bon CV, puis un CV qui a de l'allure, là, pas trop exagéré, juste correct. J'ai tellement l'impression que c'est un art qui est en perte de vitesse. Là. Je regarde des CV, des fois on dirait que c'est des romans, puis des fois je regarde des CV, puis on dirait que c'est une carte postale. Là. Ouais. C'est assez disparate là, comme qualité. Là. Ça va d'un bord, puis ça va vraiment de l'autre à tous les extrêmes aussi. Là. Ouais, mais je pense que ça marche. Ça dépend aussi un peu dans quel domaine que... Ah, c'est clair. Mais tu vois, je pense à toute la gestion des attentes, puis je peux mettons, m'identifier à ce qu'on jase aujourd'hui. Je pense, il y a une question aussi beaucoup de valeur là-dedans dans la gestion des attentes, puis je m'explique. Tu sais, moi, j'ai géré une équipe de vente. Là. J'ai géré une équipe de représentantes sur la route pendant une couple d'années. Tu sais, la raison pour laquelle j'étais arrivé là dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, c'est que j'avais monté les échelons, j'avais fait mes preuves, j'avais mis une rigueur au travail. Puis c'était ma première expérience là, comme directeur des ventes. Puis clairement, aujourd'hui, si c'était à recommencer, là, pour l'instant, j'ai pas une grosse équipe en dessous de moi, c'est différent, mais le jour où je vais avoir une équipe aussi grande que celle-là, c'est la gestion des attentes, mais surtout d'accepter dans ma gestion des attentes que c'est pas tout le monde qui a la même éthique, rigueur, puis façon de travailler. Ouais. Il y a beaucoup de ça aussi là-dedans quand tu es un patron, mettons, là, je vais le mettre vraiment, je vais parler strictement du côté patron,
propriétaire d'entreprise, directeur, gestionnaire, là, vraiment, là, c'est d'accepter que les gens à qui tu confies des tâches, à qui tu confies des responsabilités, ont pas nécessairement la même éducation, les mêmes valeurs, la même éthique de travail, puis la même façon de travailler que toi, mais qui vont peut-être être capables d'arriver au même résultat quand même. Puis ça, c'est... Ils n'ont pas la même manière de procéder, puis... non. Parce que si tu veux que ça soit fait exactement comme toi tu le ferais, ben fais-le. Oui, puis c'est dur, là, c'est un apprentissage. Là. Moi, je m'en confesse, ça a été quelque chose qui a été dur à apprendre. Puis maintenant, je l'ai appris aujourd'hui, puis je l'accepte. Puis en fait, je suis content, puis je trouve ça extraordinaire d'apprendre les façons de faire des autres qui donnent les mêmes résultats, puis des fois même des meilleurs résultats. C'est pas parce que toi, tu fais quelque chose d'une façon que ça va être aussi... ça va juste être bien fait quand c'est fait de la façon que toi, tu le fais. Il y a plein d'autres chemins qui se rendent à Rome, si on le sait. Puis c'est juste de se donner la chance de les voir. Puis ça aide au niveau de la gestion des attentes parce que j'ai accumulé des frustrations. J'ai accumulé du ressentiment contre des gens. Pour vrai, non, mais pour vrai, mais sans nommer de nom, sans nommer rien, mais ça m'est arrivé. C'est une expérience que j'ai eue. Puis aujourd'hui, justement, la gestion des attentes, mais je la comprends mieux, je la maîtrise mieux, puis je suis capable d'en parler. Mais c'est ça, il y a une question de valeur aussi là-dedans, clairement. Mais, puis tu sais, comme tu as parlé d'éthique de travail, moi, personnellement, quand je pourrais dire, tu sais, mettons, quand... Je sais pas ça. Ben, je pense que oui. Je pense que ça rentre dans la gestion des attentes. Tu sais, quand, mettons, tu fais affaire avec un nouveau client, puis ou peu importe, là, que quand tu envoies un email ou que tu laisses un message à quelqu'un, il y a un délai, dans le fond, raisonnable. Oh mon Dieu, oui. Ce délai-là varie, je pense, d'une personne à l'autre dans c'est quoi le délai raisonnable pour répondre à ta demande. Je te demande de quoi lundi. Quel bon angle pour cette conversation-là. Vas-y, je t'écoute. Je te demande de quoi lundi. Oui. Est-ce que peut-être que pour toi, un délai raisonnable, c'est de me répondre lundi prochain? Oui. Mais peut-être que pour moi, le délai raisonnable, c'est tu me réponds dans la prochaine heure. Mais c'est sûr que ça dépend aussi de c'est quoi la demande. Mais il y a une chose que moi, personnellement, ça m'horripile, c'est quand j'envoie un email à quelqu'un puis je me fais ghoster. Genre, j'ai pas de réponse. Wow! Puis tu me réponds pas rien, puis je suis obligé de te relancer comme 2-3 fois. Man, sérieux, rien qui me pisse off plus que ça. T'es conscient que t'as ramené un concept de ghosté qui est plus dans les affaires de rencontre puis de dating, là? Le ghosté, c'est dans n'importe quoi. Ah, ok, c'est beau. Le concept du ghosting, c'est t'écris à quelqu'un puis il te répond pas, c'est il te ghost. Wow, j'adore l'analogie. Je t'écoute, vas-y. fait que, pour moi, tu sais, moi personnellement, je le sais que je suis, tu sais, le service à la clientèle, c'est une de mes énormes forces. Moi, personnellement, si quelqu'un m'écrit un courriel, même si j'ai pas la réponse tout de suite à la question, c'est sûr que je te réponds comme dans 10 minutes qui suivent. Bien reçu, je te reviens rapidement. Puis si j'ai pas la réponse, mettons, dans la journée ou le lendemain, je vais te réécrire un email. Je ne t'ai pas oublié, je te reviens d'ici telle date ou tel jour. Là, au moins, le client, il est rassuré. Parce que tu le sais pas, l'autre personne à l'autre bout, là, peut-être que toi, dans le fond, la demande qu'elle t'a faite, c'est peut-être de quoi qui la stresse, qui l'empêche d'avancer. Tu sais, peut-être anxieuse sur la question qu'elle te pose parce qu'elle a hâte de trouver une réponse à ça. Puis si toi, tu y réponds pas, ben, comme cette personne-là, peut-être que de son côté, elle est pas capable de continuer à fonctionner parce qu'elle fait juste penser à ça puis ça l'envahit. Et même pire que ça, non, mais sans aller dans l'anxiété ou dans ça peut juste être que ta réponse empêche une séquence d'événements. Là. Ouais, mais ça peut être ça aussi. Là. Effectivement, mais dans le sens que si, mettons, tu as une problématique puis que tu demandes à quelqu'un, à ton employé, ton pigiste, ton fournisseur, peu importe, de se pencher là-dessus, puis que, tu sais, j'y vais dans l'anxiété parce que je pense que c'est quand même réaliste. C'est beau. Okay. Allons avec l'anxiété. Non, mais parce que c'est ça. Tu sais, parce que moi, mettons, exemple, que j'engage un pigiste, là, puis que j'attends après un rapport, mettons, de campagne publicitaire, mettons. Ouais. Puis que j'attends après ça pour pouvoir, moi, l'envoyer au client, puis que j'ai dit au client, hey, je vais t'envoyer ça à la fin de la campagne ou whatever, bientôt, etc. J'ai mis une date, puis tout. Puis que là, je vois que la date, elle arrive, mais que j'ai pas de nouvelles du pigiste. Et là, je vais commencer à me dire, est-ce qu'il est en train de me choquer? Est-ce que je vais-tu l'avoir au moment? Parce qu'en bout de ligne, c'est moi, ma relation avec les clients. La dernière affaire que je veux, c'est le client qui me revienne puis qui me dit, hey, tu m'avais dit telle date, puis on est 2 jours plus tard, puis j'ai toujours rien eu. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est, est-ce que 2 jours plus tard, va falloir que ce soit moi qui le fasse le rapport?
puis que je déplace d'autres affaires. Fait que oui, ça me crée une anxiété si tu me réponds pas tout de suite. Oui, c'est beau. Tu comprends-tu? Absolument, je comprends. Puis moi, je suis comme ça. C'est sûr que je suis pas le seul. Ah non, Fait t'es que, pas le seul. fait que c'est sûr qu'il y a d'autres mondes. Puis moi, je me mets dans la peau, mettons, toujours de mon client quand il m'écrit, que s'il est dans la même situation que moi, parce que peut-être qu'il y en a qui s'en foutent puis qui sont comme, ah, tu sais, c'est pas grave, il me répondra cette semaine, mais le fait de leur répondre instantanément, ça m'arrive tellement souvent que, hey, merci pour la réponse vraiment rapide puis tout ça, c'est super apprécié, Ouais. Il y a pas personne qui va genre être pissed off que, tu sais, c'est sûr que je réponds pas de n'importe quoi instantanément. C'est un accusé de réception, en fait, là. Exactement. C'est juste dire... Je comprends pas, moi. Je comprends pas ça, moi, le monde. T'envoies un email puis ils te répondent pas. Mais tu vois, tu sais, mais c'est aussi niaiseux que tu peux rajouter une phrase à la fin de ton courriel, puis, tu sais, juste, peux-tu me confirmer que tu as bien reçu ça? C'est vrai. Tout simplement. Tu sais, c'est pour ça, ça revient à la question de tantôt. La gestion des attentes, c'est la responsabilité de qui, ultimement? Puis, je pense que toutes les réponses sont bonnes, en ce sens que, dépendant du contexte, dépendant de l'entreprise, dépendant des parties qui sont impliquées, dépendant du projet ou de l'enjeu, la réponse va jamais être la même. Je pense pas qu'il y ait une bonne réponse pour ça. Si tu me demandes mon avis, au sommet, la personne qui doit être responsable de, pas non seulement de gérer les attentes, mais peut-être comment je dirais ça, de renforcer le sentiment de la gestion des attentes ou l'importance de la gestion des attentes au sein de son groupe, c'est le patron, clairement. Puis quand je dis de renforcer, ça peut être d'aider ses employés à comprendre l'importance de bien gérer les attentes de part et d'autre. Tu sais, c'est lui qui est le leader, en fait. Donc, c'est lui qui doit être un peu le phare dans tout ça pour aider les gens à comprendre comment c'est important de gérer les attentes. Mais après ça, une fois que c'est fait, c'est tellement différent d'un exemple à un autre. Ouais, c'est vrai. Mais dans le fond, c'est la responsabilité des deux. Tu sais, dans le fond, ce que tu dis, c'est que effectivement, peut-être que si je rajoutais à la fin, mettons, de mon email, quand j'envoie, peux-tu me confirmer que tu as bien reçu? Ben là, la personne, elle se dirait peut-être ah, ok, ouais, tu sais, je vais y confirmer ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle veut savoir ça et tout. Parce que l'expression consacrée, c'est la balle est dans son camp. T'as clairement écrit un énoncé qui dit j'ai dit ce que j'avais à dire, là, c'est à toi de me répondre, j'attends quelque chose. Là. Il y a une attente qui a été manifestée, verbalisée, peu importe. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, en fait, je pense que c'est une question. Moi, je trouve qu'il y a une question de savoir-vivre aussi là-dedans. Oui, mais ça, c'est des valeurs. Ça, c'est par rapport aux valeurs. Non, mais tu sais, exemple, là, mettons, je fais affaire avec une compagnie. Mettons nous autres, là, on travaille ensemble, ok, puis je demande au graphiste, tu peux-tu m'envoyer tel visuel pour ma campagne Facebook ou pour mon infolette ou whatever. Oui. Okay? Oui. Puis là, le graphiste m'envoie ce visuel-là, puis j'y réponds pas. Comme, genre, je vais te répondre, bien reçu, merci, whatever quoi, bonjour, peu importe. Mais genre, je vais te répondre. Je vais réviser ça, je te reviens, quelque chose comme ça. C'est ça, je te fais signe que je l'ai reçu. Ouais. Il me semble que c'est sauvage en maudit de juste pas répondre. Tu sais, je veux dire, si je te demande de quoi, tu me le donnes. C'est juste la politesse, là. C'est quand quelqu'un te donne de quoi, tu dis merci. Je sais pas. Ah ouais, mais tu sais, puis écoute, c'est un bon exemple que tu donnes parce que, encore une fois, politique de la maison, sans nommer de nom, sans nommer faire de name dropping, rien. Mais tu sais, dernièrement, on a eu une expérience en graphisme, toi puis moi, on a fait affaire avec quelqu'un qui a clairement, rapidement établi un peu les bases de la gestion des attentes en nous demandant c'était quoi l'échéancier, puis c'était quoi tu sais, nous, on avait lancé un projet, mais on n'avait pas vraiment, tu sais, je sais pas, manifesté ou dit ou vraiment souligné c'était quoi l'échéancier. C'est notre problème. Je pense qu'on a un problème là-dessus, nous autres, parce que dans le fond, c'est que mettons, toi pis moi, quand on travaille ensemble, c'est, mettons, je te dis, hey, j'ai besoin de ça, tu sais, je sais que c'est get shit done, puis genre, ça se passe rapidement. Oui, parce qu'on partage peut-être les mêmes valeurs. Exactement. Fait que, tu sais, on travaille bien ensemble pour ça, mais peut-être que les autres, je pense qu'on s'est peut-être fié que tous nos intervenants étaient comme nous. Oui. Ah non, écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une thérapie, c'est malade. Je vais me coucher sur mon fauteuil, puis on va se parler. Moi, je suis sur ma balloune encore. Ouais, c'est wow. Encore mieux, ça va corriger ta posture en même temps que tu te confies que tu es en train de régler des problèmes. Ta mère était castratrice, des choses comme ça. Mais ma mère était castratrice. Salut, maman. Je sais pas de même. T'étais pas castratrice. Wow.
Mais non, mais c'est vrai parce que on partage les mêmes valeurs. Puis c'est aussi ce qui fait que dans des entreprises, dans un contexte professionnel, justement, de travailler avec un pigiste ou travailler avec un sous-traitant, peu importe, il y a des matchs qui se font, là, tu sais, là, puis ça fonctionne bien, puis c'est parce qu'il y a un partage des valeurs. Mais tu peux pas, puis plus tu grossis en termes d'organisation, puis tu sais, de gens avec qui tu fais affaire, je pense que plus tu dois réduire ou réviser un peu tes critères dans ta gestion des attentes. Parce que clairement, plus tu fais affaire avec du monde diversifié, plus il y a des gens qui vont avoir des façons de gérer leur horaire, des façons de gérer les attentes, des façons de prioriser leur dossier aussi, qui est différent. Ouais, non, ça c'est vrai, là, dans le sens que, tu sais, moi, ça, c'est un travail qu'il faut que tu fasses aussi sur toi. Si t'es trop exigeant, si tes attentes sont réalistes, c'est sûr que, tu sais, soit que quelqu'un va te le dire un moment donné ou que, tu sais, il y a du monde qui voudront pas travailler avec toi ou ces choses-là. Tu sais, moi, je le sais que je suis quand même assez exigeant envers, mettons, mes fournisseurs parce que je veux m'assurer que le niveau de qualité que je vais donner aux clients soit toujours constant avec ce que moi je donne comme niveau de qualité. Puis c'est la même chose quand je travaillais dans une compagnie. Tu sais, c'était des postes, mettons, de représentation où est-ce que j'étais devant le client. Si je promets quelque chose au client, ben faut que ça livre en arrière, là, tu sais, parce qu'il y a rien de pire que d'arriver après ça puis de dire hey, finalement j'ai pas été capable de te donner ce que je t'ai promis. Il y a rien de pire que ça. Fait que c'est pour ça qu'au début je disais under promise over deliver. Si tu mets les attentes plus basses puis que tu surpasses, ben c'est une bonne chose. Si tu mets les attentes trop hautes puis que tu promets la lune puis que finalement tu donnes pas grand chose, ben là ça crée une frustration puis ça fait que le client, si ça fait longtemps que tu travailles avec, peut-être que il va peut-être perdre un petit peu confiance, ça va peut-être faire une petite encoche dans votre relation ou quoi que ce soit. Puis si c'est un nouveau client puis que t'as pas atteint les attentes puis que t'avais rien dit au début, ben c'est probablement que tu feras plus affaire avec. Ouais, mais tu sais, je pense à ça, puis tu sais, notre discussion qu'on a, tout ça, puis je trouve que la meilleure image de ça, tu sais, justement, de under promise, over deliver, puis qui la meilleure métaphore, je sais pas trop comment le dire, là, mais tu sais, quand tu regardes le marché de la bourse, c'est la meilleure façon d'expliquer c'est quoi la gestion des attentes. Là, là. Quand une entreprise fixe des objectifs puis qu'elle ne rencontre pas ses objectifs, ben il y a un écrasement du prix de l'action. Tout simplement. C'est une réaction des parties impliquées qui sont les investisseurs qui se disent on m'a promis ça, il est arrivé ça, qui est clairement en bas des attentes, donc ça crash. En revanche, tu as l'autre exemple où une entreprise va fixer des objectifs, puis elle va les dépasser, ces objectifs-là, et le prix des actions s'emballe. C'est un peu la même chose, mais à l'échelle humaine, quand tu travailles en entreprise. Si tu fais under promise, over deliver, clairement, la personne avec qui tu fais affaire, que ce soit un patron, que ce soit un fournisseur, la réaction de cette personne-là, puis surtout son opinion à ton égard, elle va être beaucoup améliorée, ça va être très positif. Tandis que complètement à l'opposé, si tu fais juste faire des promesses puis jamais les remplir, jamais y aller jusqu'au bout, ben ça crée complètement l'effet contraire, hein, puis ça démolit une réputation, j'ai le goût de dire aussi à un certain point. Ben, ben certainement, puis tu sais, je veux dire, une réputation, t'en as juste une. Clairement. C'est comme quelque chose d'assez important, surtout dans le domaine, ben oui, dans le domaine des affaires, mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, tu sais, surtout, mettons, prendre le marché du Québec, exemple, qui est un petit marché, là, comparativement, mettons, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il n'y a pas beaucoup de monde, puis dans les domaines précis, tu sais, comme, mettons, moi, en marketing, toi, en santé naturelle, tu sais, il n'y a pas tant de joueurs que ça, puis le monde se connaisse en général. Tu sais, tu sais, je prends le monde des agences publicitaires, c'est un petit monde. Comme une Tout le monde un peu. sait comment. C'est comme une fraternité un peu. Hein. Ben ouais, puis tu sais, comme quand tu vas dans des événements, mettons, tu sais, quand j'allais dans des événements d'une régie publicitaire, exemple, que nous on en faisait quand je travaillais dans une régie publicitaire, ben tu sais, c'était tout le temps le même monde. T'invitais les agences, mettons, de Montréal à venir à cette party-là. Fait que tout le monde se côtoie dans le fond et se connaît. Fait que c'est sûr que si tu travailles, mettons, dans une place, dans une entreprise, puis que tu fais des bourdes, puis que t'es pas bien bon, puis que tu sais, tu fais des niaiseries, mettons, ben le mot se passe vite. Puis après ça, ben c'est un peu plus dur peut-être de te trouver, exemple, une autre job par la suite. Ça, je dis, au niveau, tu sais, ta réputation, c'est comme la chose la plus importante
que tu as, dans le fond, dans le domaine du travail, puis tu veux t'en bâtir une bonne. Puis une manière de s'en bâtir une bonne, ben, c'est de répondre aux attentes des différents intervenants avec qui tu vas travailler. Ouais. Ah non, c'est clair. C'est le même principe que dans le dating. Là. Mettons, tu mets Tinder. Moi, tu sais, je vois des amis, mettons, qui sont sur Tinder, là, puis, tu sais, tu mets une photo de toi, puis, dans le fond, t'as de l'air de Brad Pitt, mais en réalité, c'est pas ça pantoute, là, tu sais, comme la gestion des attentes était pas là. Ouais, exact. Ou t'es rendu, à l'âge qu'on est rendu, tu mets une photo de toi quand t'avais 18 ans, puis que les nombreux parties, ce que tu mangeais, ça paraissait pas dans ta petite bédaine, et aujourd'hui, clairement, on sait que ça paraît. Ben... C'est ça. Ou ben tu dis que t'es un grand sportif puis que tu fais tous les sports possibles, mais tu sais, dans le fond, dans ton salon. Tu vas jouer au mini-pot une fois par été, là, tu sais. Tu nages dans le lac quand tu y vas une fois par année aussi, là. Ouais. C'était mon aparté dating. Ouais. Non, mais en fait, il y a tellement de bons exemples, c'est cool que tu dises ça. Hein. Ben non, mais c'est vrai parce que c'est vraiment dans tout. Mais je pense que comme on a dit, tu sais, au niveau business, c'est d'autant plus important parce que c'est comme je dis, c'est vraiment avec tes clients, puis tes employeurs, tes employés, etc. que tu vas justement être plus heureux au day-to-day. Si t'es, tu sais, si quelqu'un t'offre un mandat puis que dans le fond il y a pas de date de livrable, il y a pas rien de ça. Mais tu sais, c'est un peu le free for all, puis tu sais pas trop c'est quand, puis tu sais, ça fait que le mandat sur lequel tu vas travailler sera peut-être pas agréable. Tu sais, si tu vas te sentir peut-être rushé, parce que peut-être que le client il te dit hey, j'ai besoin de telle affaire, mais qu'il t'a pas dit pour quand. Toi, dans ta tête, tu te dis ah, il y en a peut-être besoin pour cette semaine, fait que je vais tasser d'autres projets, mais genre tu lui donnes à la fin de la semaine, puis il dit ah non, c'était pour dans 2 mois, il y a pas de stress là, ben merci de me l'avoir donné tout de suite, tu sais. Ouais. Fait que là, t'as comme tassé d'autres choses sans avoir validé avec le client. C'était pour quand? Puis ça, ben, on dirait que j'en vois souvent passer dans des groupes de pigistes ces choses-là. Les gens ont comme peur, mettons, de questionner le client puis d'y demander. Comme tu perdras pas le mandat parce que tu demandes au client c'est pour au quand? Au contraire. C'est quoi? Tu sais? Il va te trouver à ton affaire, justement. Tu sais, tu peux lui dire, là, hey, j'ai beaucoup de pain sur la planche, je veux ton mandat. C'est pour quand? Ouais. Je veux dire, c'est pas compliqué. Ton projet m'intéresse, j'ai le goût de le faire, mais écoute, tu sais, t'as un horaire occupé, j'ai un horaire occupé, c'est quoi, tu sais, quand est-ce que je dois te livrer ça? Absolument. Puis tu sais, à l'inverse aussi, là, des fournisseurs, là, tu sais, si je veux dire, comme si tu demandes à ton pigiste, hey, j'ai besoin de ça, puis nanana, puis que ça fait genre 6 mois que t'as pas travaillé avec, genre en 6 mois j'ai évolué, là. Est-ce que tu m'as demandé si j'avais le temps? Est-ce que, tu sais, Ouais, non, c'est très vrai, très pertinent ce que tu dis là. Puis ça revient à ce qu'on dit depuis le début, c'est juste de faire le pas que beaucoup de monde, là, puis même, même moi, je le fais pas, là, mais de le pas de juste poser la question de plus. Ça fait-tu du sens? C'est dans combien de temps tu peux me faire ça? Ça fonctionne-tu? Tu peux-tu me confirmer? Juste es-tu disponible? Oui, la petite question de plus, vraiment. Ouais. Écoute, j'ai tellement l'impression que ça éviterait des conflits, des chicanes, du ressentiment, de la colère dans plein d'entreprises si le monde faisait juste prendre le petit temps de plus d'écrire cette phrase-là ou de le demander quand ils sont au téléphone avec quelqu'un. Ça ferait toute la différence. Tu sais, même dans les entreprises, là, tu sais, ils font souvent, mettons, dans les plus grosses entreprises, ou ben, même dans les plus petites, moi, ça devrait être fait dans toutes les entreprises, une évaluation annuelle des employés. Ouais. Tu sais, mais sauf que souvent, t'arrives à la fin, puis comme, ah, j'ai été évalué sur ça, je le savais pas, tu sais. Fait qu'il y a comme pas eu de genre, tu sais, comme cette année, on va t'évaluer sur ça, tes objectifs, ça va être ça, etc. Tu sais, mettons, c'est sûr, en vente, en général, au début de l'année, t'as ton objectif de vente à atteindre, là. Ouais. Mais tu sais, il y a des domaines où est-ce que, justement, ils n'ont pas de vente, tu sais, mettons, pendant aux ressources humaines, etc., tu sais, ils ont des objectifs aussi. Ouais, que ça soit clair. C'est moins facile à mesurer que des chiffres de vente, là, c'est clair. Ouais, puis tu sais, de demander aussi aux employés de se fixer eux-mêmes des objectifs. Tu sais, on en a parlé des objectifs, des résolutions, mais ça rentre quand même, ça fait un lien quand même assez pertinent avec, parce que de demander à tes employés c'est quoi ton objectif pour cette année, mettons, dans la compagnie, ben, tu sais, ça le force à le mettre, puis tu sais, s'ils mettent des objectifs trop élevés, ou des attentes trop élevées, mais peut-être que toi, en tant que boss, ben tu le sais que ça sera pas nécessairement réaliste, fait que ça te permet de le recadrer puis de focaliser sur un objectif peut-être plus réaliste. Ouais, puis tu sais, en fait, je pense à ça, puis je me dis, c'est une belle occasion pour les employeurs de définir des indicateurs de performance pour chaque département.
Ouais. Tu sais, chaque employé, parce que je trouve ça bien l'exemple que tu viens de donner là, tu sais, clairement, à part les ventes, c'est dur de mesurer tu sais, des attentes, tout ça, pour d'autres départements, parce que souvent, les performances d'une entreprise, ça va se mesurer en termes de vente, de revenus bruts, de marge bénéficiaire, tout ça. Mais il y a plein d'autres, tu sais, je veux dire, il y a les ressources humaines, il y a le marketing, il y en a plein de départements dans une entreprise. Puis, souvent, j'ai vu des milieux de travail où il n'y avait pas ces indicateurs de performance-là. Puis c'est dur pour un employé de comprendre sur quoi il va, tu sais, sur quoi son travail va être, pas nécessairement évalué, mais mettons, comme, qu'est-ce qui va Ben faire ouais, que son noter, travail va évaluer, être, qu'est-ce qui va faire que son travail va être apprécié? Tandis que ben, si je pense qu'évaluer, c'est le bon mot, là. ouais. Puis, ouais, effectivement. Puis, si tout est clair quand tu rentres dans une entreprise, que chaque département a ses indicateurs de performance, ben il n'y a pas de non-dit, puis il n'y a pas Ouais. d'attentes qui sont démesurées ou qui créent de l'angoisse de la part des employés ou qui créent de la colère du côté de l'employeur ou de la direction des gestionnaires. C'est vraiment que tout le monde soit sur la même page. Puis Faites-vous ça, vous autres? on commence à le faire, en fait. Ouais. Tu vois, c'est bon qu'on s'en parle parce que nous, à l'intérieur de l'entreprise, c'est quelque chose que je te dirais qui manquait peut-être avant. Puis là, tu vois, maintenant, on a intégré les rencontres annuelles avec les employés, faire une revue de ce qui s'était passé dans les 12 derniers mois, un peu ce que sont justement les attentes dans les 12 prochains. Puis là, c'est ça, on est en train d'élaborer puis de mettre clairement sur papier des indicateurs de performance. Puis je pense que après ça, il n'y a pas d'excuse. La gestion des attentes, elle est définie après ça. Ouais, parce que, tu sais, si mettons, tu mets un objectif à un de tes employés, puis que tu lui présentes en début d'année, tu sais, voici cette année tes objectifs, puis qu'il voit ça, puis qu'il est comme, ok, tu sais, je serais pas capable d'atteindre ça, là. Ouais. Il est mieux de te le dire tout de suite. Mais c'est ça, encore une fois, c'est qu'il faut qu'il y ait encore une fois la communication, tu sais. Faut que le boss, il puisse dire, écoute, tu sais, regarde ces objectifs-là, est-ce que ça fait du sens pour toi, tu sais, puis si non, s'il y en a un là-dedans, si cet objectif-là ou ces objectifs-là, il y en a qui font pas ton affaire, mais parle-moi-en, on va en discuter, puis on va regarder comment on peut rendre ça plus réaliste. Parce que c'est beau d'avoir les exigences du patron, sauf qu'en même temps, si toutes les employés, si les exigences sont démesurées, il n'y a pas grand monde qui vont les atteindre, puis il y a rien de pire que ça. T'arrives au 7e, 8e mois dans l'année, puis tu le sais que t'es vraiment far-fetched de tes objectifs. Essaie de, tu sais, comment tu fais pour te motiver, tu sais, à pousser jusqu'au bout. Tu le sais que tu les atteindras pas anyways. Fait que tu commences à être un peu démotivé. Puis pire encore, tu pourrais même te dire, ouais, tu sais, ma job est peut-être à risque, ben, tu sais, je vais peut-être commencer à chercher tout de suite pour autre chose, tu sais. Ouais, puis même à la limite, je pense aussi que, mettons que tout ça est mis sur papier et dit au début de l'année, ça se peut qu'aussi l'employé se dise, ben écoute, ça rejoint pas moi ce que je pense de mon travail, ce que j'envisage de mon travail, puis ça marche pas, c'est terminé, puis tu passes à autre chose, là. Mais au moins, ça évite que les situations s'enveniment au point Tu sais, où... tu peux faire des suivis aussi, là, tu sais, trimestriels, Oui, voir clairement. on est en ligne avec les objectifs ou on est complètement off, là. Ouais, clairement. Ça permet d'ajuster, là, c'est pas couler dans le béton, là, tu sais. Non, puis en fait, c'est justement, je pense que si c'était coulé dans le béton et qu'il y avait une rigidité à ce niveau-là, c'est quasiment pire, là, tu sais, là. C'est beau, t'as fait un beau travail, t'as établi des indicateurs de performance, puis t'as établi tes attentes, mais si t'es pas capable de t'ajuster en cours de route, puis tu t'adaptes pas à l'environnement, puis tu sais, on va prendre l'année 2020, là, l'année de Ouais. l'apocalypse, là. Tu peux pas être une entreprise puis dire je m'adapte pas, tout est arrêté, tout est sur pause, il y a une pandémie, mais j'ai les mêmes attentes envers mes employés, puis j'ai les mêmes attentes envers les résultats de mon entreprise. Je veux que vous soyez au bureau lundi matin. Ouais, c'est ça. Venez, je vais faire votre évaluation annuelle, pas de masque face à face lundi prochain. Ça marche pas là. Faut que tu saches t'adapter d'un bord comme de l'autre, de l'employeur, du côté de l'employeur comme du côté de l'employé. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est C'est une exactement grosse ça. gymnastique pour vrai, tu sais, je pense pas qu'il y a de... Puis je vois notre Il n'y a pas de discussion... bonne réponse, en fait. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais au moins, il y a des outils, je pense, qui sont là à portée de main. Il y a des outils, puis il y a des trucs, tu sais, la communication, prendre le temps d'élaborer ou
dénoncer en fait les attentes qu'on a, avoir des indicateurs de performance pour aider à mesurer ces attentes-là qu'on a. Tu sais, c'est des choses qui sont importantes, mais surtout d'avoir l'honnêteté aussi, puis l'humilité, de dire quand que les attentes font pas de sens, ben de le dire. Tu sais, de pas être gêné de le dire, parce que sinon, ça cause juste des problèmes. Écoute, j'ai le goût de j'aimerais ça savoir si on pouvait recaler la cassette de l'humanité, combien de conflits dans le monde n'auraient pu être évités si on avait juste mieux géré les attentes. Probablement qu'il y a peut-être une coupe de... Ben, ça puis la communication, là, ça rentre un peu dans le même créneau. Là. Mais surtout la communication, mais surtout la gestion des attentes par rapport à cette communication-là. Ouais, probablement qu'il y aurait peut-être eu... quelques conflits qui auraient été évités, c'est sûr. C'est philosophique, là, on s'entend, là. Couché sur ma chaise, je suis en train de... Ah, t'es rendu. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, je fais on est en train de régler des problèmes, là. Mais clairement, tu sais, ça reste philosophique, mais la gestion des attentes a sûrement été à la source de tellement de conflits qu'il y a eu dans le monde, puis, tu sais, qu'on parle dans nos livres d'histoire. C'est sûr. Il y a pas de doute là-dessus, là. Probablement que t'as-tu checké la série Tchernobyl sur Tchernobyl justement? Mm-hmm. Tu sais, quand ils sont dans le bureau puis tout, puis là c'est en train d'exploser, puis le gars il veut laisser aller rouler le test. Probablement que lui, les attentes du gouvernement étaient très élevées, puis il voulait les rencontrer, fait que ça a fait que ça a tout explosé parce qu'il a laissé rouler pendant que le moteur surchauffait, puis que le noyau a fusionné. Ouais, puis tu sais, quelle catastrophe! Je veux dire, là, c'est pas... encore des répercussions aujourd'hui. C'est ça, tu sais, c'est même pas une guerre, c'est même pas un conflit, là, c'est juste une catastrophe, tout simplement, là, une catastrophe naturelle. Tu sais, un autre exemple plus proche, c'est pas une catastrophe naturelle, là, mais écoute, ça fait combien d'années là, qu'on se fait promettre une Coupe Stanley à Montréal, là? Ouais. C'est vrai, tu sais, c'est pas pour rien que ça se déchire la chemise, puis ça déchire les passions sur les réseaux sociaux, sur les tribunes radio. Il y a quelque chose de viscéral là-dedans. Là. On se fait promettre des équipes performantes par le Canadien de Montréal depuis 25 ans, plus que ça. On est rendu à 20 ans. S'il appliquait mon principe d'under promise, over deliver, il pourrait dire ah pas cette année boys. Non. Finalement, bang, on est surpris, tu sais. Hey, cette année on va jouer au hockey. Arrête ça là. Ouais, on joue au hockey cette année. Pas de promesses, rien. On fait juste jouer, on se présente on va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux. Bon, les gars habillés à tous les games, on va être là, on va être au Centre Bell, soyez là. On va avoir des bons joueurs, mais on va avoir des average Joe aussi, puis des gars qui se traînent la patte. Mais on est là. Écoute, scoop. Non, c'est clair. Je te jure qu'il y a eu des années où on aurait, même si le Canadien aurait été pourri, il serait pas allé loin en série, mettons, il aurait été encensé pareil, parce que les titres des journalistes, ils nous avaient rien promis. C'est ça. Mais en même temps, les journalistes, puis les médias, puis tout ça, ils veulent tout le temps avoir la nouvelle, puis ils n'auraient pas accepté des réponses comme ça parce que ça fait pas vendre des gros titres puis des choses comme ça. Fait que ça, c'est un autre sujet. Mais la gestion des attentes, c'est une question de pression aussi, là. Tu sais, il y a une pression, mettons, sociale, il y a une pression économique, il y a une pression... Il y a différents facteurs de pression, exemple, dans une entreprise, qui justifient les attentes que tu peux avoir. Ouais, c'est sûr. Tu sais, quand t'es, mettons, une compagnie cotée en bourse, là, c'est cool, là. T'as une gestion des attentes avec tes employés, tu veux qu'ils livrent parce que t'as je sais pas trop combien de milliers c'est ça, t'as je sais pas trop combien de milliers d'actionnaires l'autre bord, ou même millions en certains cas là, d'actionnaires là, qui ont des parts de ton entreprise, puis eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est des dividendes, là. Tu sais, ils veulent que ça roule, là, puis toi t'es là, t'es entre l'arbre et l'écorce, là. T'es entre ceux qui s'attendent à ce que toi tu performes, puis toi après ça t'as des attentes envers tous tes employés, puis souvent c'est des entreprises qui ont des milliers d'employés. Tu sais, si on pense au gros CPG, tout ça, c'est tough, là, tu sais, c'est une gestion des attentes de part et d'autre, là, Mais ça va même au-delà de ça, parce que ça, tu sais, c'est vraiment comme le capitalisme pur, là, oui. Comme la compagnie, les actionnaires, ils veulent toujours juste plus de rendement. Ce que ça fait, c'est qu'ils mettent de la pression sur les dirigeants de l'entreprise, le conseil d'administration, les dirigeants de l'entreprise, qui descend jusque, tu sais, puis ça descend, mettons, jusqu'au directeur des ventes, qui met la pression sur les vendeurs, puis c'est ça qui fait qu'à chaque année, mettons, je sais pas si t'as déjà travaillé pour des compagnies cotées en bourse, mais t'arrives après ça, puis genre tes objectifs de l'année d'après sont comme complètement par rapport, là, par rapport à ce que t'avais cette année. C'est comme, ok, mais tu sais, ça prend pas en compte la réalité du marché puis de l'industrie que t'es dedans, mettons.
C'est juste, on veut voir les chiffres, les états financiers, puis on veut voir une croissance. That's it. Ouais. J'étais dans une entreprise qui a été acquise par une société qui est en bourse. OK. Écoute, Moi aussi. c'est spécial, là. Tu sais, là, puis c'est pas nécessairement que les attentes ou les objectifs sont démesurés après, mais clairement, tu vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont mises dans des postes clés de l'entreprise pour laquelle tu travaillais, qui arrivent de la plus grosse machine qui a avalé l'entreprise avec laquelle tu travaillais. Puis clairement, eux autres sont là pour établir des nouvelles bases en termes d'attente, là, justement. Là. Il y a des attentes au niveau de la performance des employés, au niveau de la performance des ventes, au niveau de tout. Là, là, ils ont des indicateurs. C'est tout le temps stressant quand ça arrive. Oui. Ça. C'est tellement une situation de merde parce que tu le sais qu'il va y avoir des coupeurs. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est-tu toi, c'est-tu ton collègue avec qui tu t'entends bien, c'est sûr, c'est inévitable. Dès qu'il y a une fusion d'entreprise, il y a des coupures. Mais en même temps, quand tu fais partie de grosses machines, de grosses organisations comme ça, une chose que tu peux pas leur reprocher, c'est de pas arriver avec des attentes claires, avec des indicateurs de performance clairs. C'est clair. Sauf que, tu sais, l'être humain étant ce qu'il est, il aime pas ça nécessairement, le changement. Fait que c'est sûr que si t'es habitué de rouler de la même façon depuis des années dans ta compagnie, puis que là, tu te fais gober par une plus grosse compagnie qui arrive avec des nouveaux processus, c'est sûr que ça chiale. Hey, ça, je viens de prendre une autre note. S'adapter au changement, ça va être un autre sujet de podcast. Oh, j'ai dit podcast. Ouais, dit podcast. Hey, je vais le sortir de mon système, OK? Je vais le sortir. Je l'ai dit, je me suis échappé. Podcast, je l'ai dit parce qu'au début, on voulait appeler ça un podcast. Parce qu'on se disait que c'était la traduction littéraire française de podcast, c'était podcast. Mais finalement, c'est balado-diffusion. Fait que je suis un peu déçu. Mais c'est correct. Je suis content que tu l'aies sorti. Oui, je l'ai sorti. Oui, puis je vais surtout arrêter de tout le temps. Des fois, j'hésite avant de parler parce que je m'en allais dire ce mot-là, puis là, je l'ai dit. Fait que c'est fait, c'est passé. On peut passer à autre chose. Et voilà. Yes. Fait que non, c'est ça. C'est un gros sujet encore aujourd'hui. On pourrait continuer longtemps, mais en même temps, on s'est dit qu'on essaierait de se limiter sur les épisodes à peu près 1 heure là, quand on est juste nous deux. 45 minutes, 1 heure, là, tu vois, on a passé tout droit, on est rendu à 55 minutes. Oui, mais quand on va avoir des invités, ça va être au moins 1 heure, comme la semaine dernière. Puis la gestion des attentes, je veux juste dire, on s'est juste limité, en tout cas, on a essayé tant bien que mal de se limiter vraiment au cadre professionnel aujourd'hui puis au cadre d'entreprise. Là. Strictement, mais la gestion des attentes, c'est dans tous les domaines de la vie. Là. C'est dans tout. Mais c'est sûr qu'on a toujours un petit penchant à parler un peu de business, étant donné que c'est ça là, un peu le thématique là, de nos épisodes, des choses en entreprise. Exact. C'est un bon sujet de 5 à 7, justement, ça. Mettons que tu as eu une mauvaise journée ou que tous les représentants s'en vont prendre une bière après la job puis ils parlent des nouveaux objectifs, des attentes puis tout ça, puis ils se rendent compte que c'est pas réaliste. Tu vois, ça fit dans le cadre du 5 à 7. Tu me dis ça, mais je pense juste à un exemple, puis encore une fois, je nomme pas de nom, je dis rien, mais il y a clairement justement des représentants. Je pense que les ventes, c'est le domaine, quand tu travailles dans les ventes, là, c'est le secteur où est-ce que les attentes sont le plus, où est-ce que c'est le plus palpable, là, où est-ce que tu le sens, parce que c'est des objectifs financiers. C'est ça. Mais c'est là aussi où les gens qui atteignent leurs objectifs vont fêter puis célébrer de façon complètement démesurée. Là. T'as pas quelqu'un qui va être dans les ressources humaines puis qui va avoir bien performé une année qui va se dire on célèbre. Mais dans les ventes, c'est fou là. Tu sais, moi j'ai des exemples de gens que je connais puis moi ça m'est jamais arrivé, mais tu sais ça quand ils atteignaient les clubs présidents. Ah non, mais là, même pas ça, tu sais, les danseuses, puis tout le monde, tu sais, les gros parties, là, parce que les objectifs trimestriels avaient été rencontrés, tout le monde se tapait dans le mythe, puis ça s'arrêtait pas juste à aller prendre une bière pour célébrer, là. C'était le power. C'est Jordan Belfort? Non, ça c'est, je sais pas, je le connais pas. Moi, je te parle de monde que je connais. Pis, non, Jordan Belfort, arrête, le Wolf of Wall Street. Je sais, mais c'est pas un ami personnel. Non, je sais, mais c'est parce que tu décris ça, les danseuses, pis tout, ça me fait penser à dans le film. Ouais, mais en fait, c'est ça, mais tu sais, il faut pas penser que c'est juste, ça se limite juste à des gens comme ça qui vendent des stock options pis en fait des penny stocks. Non. Ben, moi, j'avais un de mes chums, il travaillait dans une compagnie dans l'industrie automobile, tout, puis il était représentant, puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait une vente, il y avait une cloche, puis il allait sonner à la cloche, comme un coup de cloche pour chaque tranche de 10 000, genre, ou de 100 000, je sais plus trop, mais ça sonnait, ding, 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 ding. T'imagines ça la pression que ça met, ça?
pour les autres, puis ça pour la gestion des attentes, fou raide, incroyable. Ah, c'est clair. Ah, pour les objectifs puis tout. Mais en même temps, ça fait, tu sais, c'est parce que d'un autre côté, quand t'es vendeur puis tout, t'aimes ça la compétition puis t'aimes ça show off un peu. Moi, quand je vendais des photocopieurs, c'était exactement ça. Là. C'était une gang de coqs dans le bullpen, qui faisaient des appels puis ça se challengeait sur le nombre de rendez-vous puis tu sais, sur des affaires de même. Là. Je pense que ça prend un peu de ça aussi pour quand t'es en vente. Là. C'est sûr. Mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est plus palpable dans ce domaine, dans ce poste d'entreprise-là, parce que dans le fond, tu as des objectifs qui vont être financiers. C'est tangible. Puis effectivement, à la fin de l'année, si les objectifs ont été atteints, puis c'est parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est que si les objectifs de vente ont été atteints, ben c'est tout le reste de l'entreprise qui en bénéficie. Le party de Noël va être plus gros, le team building va être plus le fun, ces affaires-là, tandis que si c'est une année de misère et que personne n'a atteint ses objectifs, c'est sûr qu'à la fin, ça risque d'être... ça va être morose, pas à peu près, moi. Ça va être morose, puis tu sais, je veux pas généraliser, mais en général, tu sais, les vendeurs sur le plancher, si t'es dans une compagnie, je sais pas si toutes les compagnies que tu as travaillé, si les vendeurs étaient toujours sur le même plancher que, mettons, les coordonnateurs, ressources humaines, etc. Moi, j'ai été dans des compagnies, mettons, où est-ce que les vendeurs, c'était un bureau juste pour les vendeurs parce que c'était trop le bordel. Oh là là. Puis, tu sais, puis dans le sens que, tu sais, comme, on s'entend que quand t'es représentant, si tes objectifs sont faits, comme tu peux rentrer chez vous, mettons, puis tout, sauf qu'il y a bien des compagnies qui ont la mentalité de dire « Ouais, mais c'est pas fair pour les autres qui sont dans le bureau qui sont pas vendeurs. » Hey, t'avais juste à être vendeur! Effectivement. Pour ça, moi, par exemple, j'ai bien de la misère avec ça. Là. Je comprends qu'il y a une certaine équité et tout, là, mais moi, dans ma tête, si le vendeur a fait ses chiffres, puis que, qu'il est on point avec ses objectifs, puis que, il a fait soit ses cold calls ou ses suivis ou ses affaires-là, puis que sa job est faite, moi qui reste au bureau à se tourner les pouces juste parce que c'est fair pour l'autre employé, excuse-moi, là, je trouve ça un petit peu... Bref, un autre sujet. C'est un autre sujet, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, être dans les ventes, c'est un type de personnalité. Là. Ouais, puis, souvent, tu sais, puis ça va d'un bord comme de l'autre. Là. Les gens qui vont critiquer sont souvent des personnes qui n'auraient pas la personnalité puis qui seraient pas capables de faire ce travail-là. Puis en même temps, les vendeurs seraient pas capables de faire d'autres travail aussi, là, qui est plus, mettons, clérical, d'être assis devant un bureau. Mais c'est pour ça que je trouvais ça pas mauvais comme concept d'avoir un bureau où est-ce que c'est chez les vendeurs comme ça, tu regardes, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils ont fini leur journée, ils s'en vont, tu sais, ils partent du bureau, puis l'autre, il y avait comme un autre bureau où est-ce que c'était tout ce qui était les autres départements, là. Fait que coordonnateur, chargé de projet, n'importe quoi, tu sais, ressources humaines, etc., qui était dans un autre bureau. Tout le travail de bureau, si tu veux, dans le fond, qui se faisait à une autre place. Comme ça, il y avait pas, il y avait de l'interaction, mettons, au téléphone et par email et tout, mais le bureau où est-ce que c'était juste des vendeurs, ben, tu sais, tout le monde s'en foutait qu'un tel partait à 2h de l'après-midi, puis l'autre, il finisse à 6h le soir. Ouais, tant que les résultats sont là. Exactement. Non, c'est un sujet qui est on va en parler des ventes, là. J'en ai parlé oui. dans un autre. Là. Je vais inviter mon chum qui donne le cours de DEP en vente. Là, excellent. Pour être intéressant, là, on va parler un peu lui, sa perception des choses. Puis c'est sûr qu'en côtoyant des élèves puis d'un stage puis tout ça, il doit en voir passer pas mal. Fait que je pense que ça va être. On va pouvoir nous remettre à notre place aussi, probablement. Ouais, peut-être qu'on est dans le champ bien. Ouais, c'est ça, sur des on parle de notre perception. Oui, c'est ça, sur des comportements répréhensibles qu'on a eu pendant qu'on était dans les ventes puis tout ça, puis il va nous dire qu'on c'est sûr. Je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça. C'est pour ça que j'ai un podcast. Fait que, ouais, c'est ça. Me dérange pas. Fait que, hey, super sujet encore aujourd'hui. Ouais. Bien content. On s'était dit qu'on parlerait de ça. Puis je pense qu'on a bien livré la marchandise. Les attentes ont été atteintes. Oui. J'espère. Wow. Écoute, le beau bridge pour ramener le sujet, puis après ça, la belle façon de ficeler le tout pour finir. Incroyable. D'après moi, c'est le Martini qui me donne des pouvoirs de poète. Ah, t'es un poète du podcast extraordinaire. C'est ça. Fait que suivez-nous, en fait, ceux qui... On voit que notre chaîne augmente tranquillement. On est sur YouTube, entre deux Martini. On est sur Spotify, sur iTunes, sur SoundCloud. On a notre page Facebook, entre deux Martini. On a notre compte Twitter aussi, @2 Martini, tout en chiffres. Puis si vous voulez nous écrire que vous avez des idées de sujets, de choses que vous aimeriez aborder, ou que vous faites de quoi d'extraordinaire dans la vie, puis vous aimeriez être invité sur le podcast, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous. Notre adresse courriel, c'est entre2martini, tout en lettres, @gmail.com. Ou sinon, vous pouvez nous écrire en privé sur notre page Facebook, là, comme j'ai dit, entre deux Martini, la page Facebook.
Un mot de la fin, Tristan, as-tu quelque chose à rajouter? Pas vraiment. Ça a été une belle semaine, ça a été une belle conversation. Puis non, j'ai rien à rajouter. Il finit ça comme ça, lui. Yes, sir. Ouais, bon. Ça va comme ça. Fait que sur ce, notre finale est toujours aussi poétique que tous les autres podcasts. Ouais, faut travailler sur notre finale. J'avais pas de mot de la fin, mais mon mot de la fin, ça va être on doit devenir meilleur sur nos finales quand on termine le podcast. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut nous donner un cours là-dessus, on est preneur. Exact. On pourrait faire un podcast sur les finales de podcast. Ouais, j'aime ça. Inviter un spécialiste en la matière. Yes. Ciao, bonne soirée. Ouais, merci.